comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. 40 nuances de Thibaut Hugues Delarose, cofondateur de Back Market. Thibaut, tu es toujours avec nous et pour ce second volet des aventures du Next 40 à tes côtés, on te propose de parler de toi. Tu vas pouvoir t'allonger sur un canapé et nous parler de ton enfance, de tes réflexions, de tes peurs peut-être, mais surtout de tes rêves. Est-ce que ça te convient ? Allez, je m'allonge. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Alors Thibaut, on a une question qu'on aime beaucoup poser aux entrepreneurs avec Olivier, c'est d'où ils viennent et petit, à quoi ils rêvaient. Est-ce que déjà, petit, tu envisageais, alors tu l'as évoqué dans la première partie de ton podcast, tu avais un père entrepreneur, à ce que j'ai compris, un grand-père aussi. Donc on te demandera peut-être s'il y avait aussi des femmes entrepreneurs dans la famille à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, voilà, comment tout ça a été imprégné dès l'enfance. La raison pour laquelle on va un peu sur ce terrain-là, c'est aussi parce que ce qu'on aime bien, c'est décortiquer ce qui fait en quelque sorte l'essence des grands champions que tu es. Donc nous on n'a pas besoin d'être modeste pour toi. On essaie de comprendre effectivement qu'est-ce qui différencie un entrepreneur des autres secteurs de l'économie et de décortiquer ce qui peut en faire le succès pour créer aussi des vocations pour les générations d'après. Ok, bah écoute, c'est dur de se regarder un peu de loin comme ça, mais je vais te dire en gros d'où je viens. Du coup, je suis nantais. Voilà. J'ai grandi à Nantes toute mon enfance jusqu'à mon lycée, dans une famille nombreuse, 5 enfants, complètement drogués de sport, de tennis et de foot. Et de voile. Voilà, c'est les 3 sports qui m'occupaient à peu près tout le temps. Et avec un goût prononcé pour la compète quand même à l'époque. J'adorais ça, voilà. Et puis après je suis vite parti à l'étranger. Donc j'ai fait ma terminale au lycée français de Toronto. J'étais dans une famille canadienne où j'ai appris un peu à parler anglais et à découvrir surtout ce que c'était une autre culture et comment le monde tournait un peu ailleurs qu'à Nantes, qui est une chouette ville, mais c'était pas mal de sortir un peu de ça. Et puis effectivement, depuis que je suis tout petit, donc mon père est entrepreneur et il nous biberonnait avec deux histoires, mais en gros très simplement, il nous disait entrepreneuriat c'est les clés de la liberté. Donc en gros, on le voyait, il l'incarnait aussi, mais il était sur 1000 projets à la fois. Sa boîte s'est développée énormément, de 75 personnes à plus de 2300 salariés aujourd'hui. Et il s'éclatait dans la construction, dans les rencontres qu'il faisait. Il disait voilà, ça c'est le fait d'être entrepreneur, ça me permet ça, et ça me permet de bosser sur des sujets hyper excitants. Quand tu étais petit, tu savais décrire ce qu'était son métier ? Justement, non, absolument pas. Mais je savais que quand il revenait, il était encore surex. Parfois, il était plombé par sa journée, comme tout le monde quand il y a des mauvaises nouvelles et tout, mais il était quand même globalement surexcité parce qu'il y avait plein de projets, parce qu'il y avait plein de trucs à construire, il co-construisait des projets avec ses collaborateurs, avec d'autres entrepreneurs et le côté build, le côté construction de projets à travers le business, je voyais que ça le rendait super heureux, quoi. Donc j'étais à peu près c'est à peu près ça, tu vois, il y a un truc tout simple de c'est ton papa, quoi. Donc tu le regardes et tu dis tiens, il a l'air pas mal dans ses pompes et tout ça, peut-être qu'il faut faire comme ça. Et avec le recul, maintenant que tu es entrepreneur à ton tour, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il t'avait caché sur ce métier, cette vie d'entrepreneur ? Il a jamais été très bon pour cacher des trucs, donc il était assez transparent. Quand certains syndicats, puisqu'il bossait il a voilà, c'est un vrai industriel, quoi. Donc il bossait sur le port de Saint-Nazaire, etc., dans la logistique. Donc il y avait beaucoup de grèves et de trucs comme ça. Donc ça, je savais que voilà, arriver dans un milieu ultra syndiqué pour créer une boîte, c'était pas forcément la meilleure idée. Donc je sais pas, non, il m'a pas caché grand chose. Après, évidemment, c'est une idée,
je savais absolument rien de ce que c'était vraiment en fait quand t'es entrepreneur. Le truc qui te marque quand tu commences, c'est que t'apprends ton boulot tous les jours, hein. Et du coup, sur l'essence même de l'entrepreneur, Thibaut, ce qui est, je trouve intéressant, c'est de savoir finalement, est-ce que toi, tu as évolué entre le lancement de Back Market et aujourd'hui? Est-ce que parce que parfois on peut être soit dépassé par son succès, soit au contraire être emporté par le succès, et parfois c'est aussi la relation aux investisseurs, aux entrepreneurs suite au levée de fonds. Est-ce que tu dirais que toi-même tu as évolué, ou est-ce que ton rôle a évolué? Est-ce que t'es plus le même qu'avant? Alors, je sais pas si j'ai changé, je pense pas. J'espère que j'ai pas trop changé en tout cas. Après, mon rôle au sein de la boîte a évolué énormément parce que au début, tu l'as connu aussi, Olivier, avec Prismister. En fait, comme t'as pas d'équipe, t'as toi et tes associés, donc tu dois tout faire, que ce soit le service client, le bizdev, le produit, la strat, enfin bref, 100% du taf, c'est toi qui le fais, quoi. Donc, tu passes de tout faire à commencer à recruter des gens qui font à ta place certains sujets, qui vont développer des expertises, etc. Et puis après, il y a une autre phase dans la croissance où tu te dis, ok, bon, a priori, ça marche, ça grossit, ça va continuer de beaucoup grossir. Donc, tu recrutes des profils en prenant un peu plus euh, de marge et tu te dis, ok, moi, je veux des personnes qui puissent m'emmener à 2, 3 ans, 4 ans. Et donc, qui ont des expertises pointues dans des domaines que tu maîtrises pas du tout. Et donc là, en fait, tu te retrouves, enfin, moi, je me suis retrouvé à recruter des gens. Je leur disais, bah, c'est toi qui vas me dire ce que tu vas faire, en fait, et ce qu'il faut faire, parce que c'est toi l'expert, en fait, hein. Donc, en fait, tu switches, je pense, et ça, c'est peut-être j'ai pas de date, hein, d'épiphanie, mais il y a un vrai changement dans je fais tout, en étape 1, Ah, je fais rien? je fais faire en étape 2, mais de manière assez directionnelle quand même. Regarde comment ça se passe et tu fais ce que je fais. Enfin, tu reproduis et tu peux innover un petit peu, etc. Et on en discute. Je recrute des mecs beaucoup plus forts sur des domaines d'expertise, puisqu'en fait, quand tu grossis beaucoup, comme back market, tu as besoin d'experts vraiment dans chaque level, quoi, que ce soit au niveau de la tech, au niveau de l'infra, au niveau des opérations, au niveau du produit, au niveau du business, de la lecture du market, de l'offre, etc. Enfin, c'est vraiment partout. Tu as besoin de te spécialiser, et donc pour se spécialiser, bah, il faut recruter des spécialistes, des experts qui sont plus expérimentés dans leur domaine que toi, et donc tu passes dans une phase où tu recrutes des mecs bien meilleurs que toi dans certains domaines, et toi tu gardes une casquette 360 où en fait tu dois garder une conscience et un regard sur est-ce que tout ça fait sens, est-ce que l'ensemble est équilibré et qui se développe bien, mais et qui va dans la bonne direction en gros. Mais sinon c'était nouveau, tes nouvelles têtes qui te disent ce qu'il faut faire et où on en est, quoi. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a 3 phases. Si on regarde les choses de manière un peu introspective, est-ce que toi, tu es capable de dire aujourd'hui, avec un peu plus de maturité et le succès et la croissance de Back Market, les choses sur lesquelles tu n'as pas été bon, ou tu n'es pas bon, ou que tu as moins envie de faire peut-être aussi, indépendamment des compétences? Où est-ce que je suis le plus nul? Il y en a, hein. C'est honnête de le reconnaître. Ah, ce serait mentir que de dire le contraire. Bah oui, mais ce serait très mentir. Je suis nul en tech, a priori. Je suis très admiratif de mes 2 associés, tu vois, pour commencer, en fait, pour répondre. Donc, je suis vraiment nul en tech. Enfin, j'ai essayé de lire un peu de Python et tout, mais franchement, je me suis vite arrêté. Donc, construire des systèmes et des infras qui peuvent faire tout ce qu'on fait, bah, c'est complètement hors de portée pour moi. Je suis nul enfin, j'ai un goût des interfaces et de la marque qui est pas inexistant, mais voilà, j'ai un associé Vianney dont on a parlé avant, qui fait ça à merveille. Vous devriez voir les mock-ups qu'on avait fait avec Quentin avant de rencontrer Vianney. C'était un peu moi qui étais avec Quentin en lead là-dessus, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment à vomir comme interface. Donc voilà. Et puis après en market, on a un CMO qui est vraiment un génie de l'acquisition, des chiffres. Enfin, je peux tous te les faire en fait. En fait, je suis à peu près nul dans tous les domaines d'expertise maintenant. Il y en a un seul où je continue à plutôt pas trop mal m'en sortir, c'est le business. Voilà.
Dis-moi Thibaut, entreprendre, c'est un long parcours, beaucoup d'apprentissage, l'association aussi. On sait que la plupart des boîtes qui se plantent justement pour des questions de divergence entre associés. Certains des entrepreneurs qu'on a eu au micro de 40 nuances de Next vous expliquaient que ça les empêchait pas de s'engueuler. Moi, je serais curieux de savoir comment vous gérez ces moments où il peut y avoir des divergences de vues, parce que monter une boîte, c'est forcément une vision sur un marché, c'est des stratégies, donc on peut, et c'est parfois tant mieux de pas être toujours d'accord. Donc comment on gère ça, et plus globalement, quels que les échanges que tu as pu avoir là, presque d'un point de vue plus humain, les échanges que tu as pu avoir avec tes associés t'ont appris sur toi-même? Déjà, je trouve qu'on a vachement de chance, nous, dans le trio de fondateurs, parce qu'on est très différents. Déjà, je pense que ça aide, de base, d'avoir l'expert tech, l'expert créa, communication et l'expert business. C'est vraiment 3 cerveaux fondamentalement différents, donc on se fait confiance sur nos sujets déjà. Et puis après, on a créé une règle toute simple au début qui dit voilà, si sur la strat on n'est pas d'accord, on se parle, on se dit tout, on est cash, et puis si on n'est pas d'accord, c'est Thibaut qui tranche, quoi. Voilà. C'est important parce que tout à l'heure, Olivier disait que ce podcast, il servait aussi à créer des vocations et peut-être les futurs entrepreneurs du Next 40 des prochaines années. On peut pas faire grandir une boîte si à un moment on laisse pas à quelqu'un la possibilité de trancher. Non, je pense pas. Je pense que c'est une bêtise c'est trop utopiste de le croire. Donc il faut se dire, voilà, je pense qu'il faut répondre à cette question quand tu crées une boîte. Quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui tranche? Voilà. Mais après, c'est très perso, quoi. En tout cas, pour nous, ça fonctionne comme ça. Et après, ça t'empêche pas de t'engueuler sur des sujets avec des points de vue extrêmement forts, etc., sur ce qu'il faut faire, etc. Et puis, quand ça monte un peu trop fort en décibels, nous, on a un remède très simple, on va boire des coups. Voilà. Ça marche bien. Donc, je sais pas, j'ai pas de secret majeur, mais je pense que juste se dire, déjà avoir des domaines d'expertise différentes, ça aide, définir un peu, les périmètres, et après décider qui décide quand on n'est pas d'accord. Et normalement, après, ça devrait bien se passer. Ce qui est intéressant aussi pour nous, Thibaut, c'est de comprendre finalement ce qui, dans les ressorts de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait ta vie, tes inspirations en dehors de la vie d'entrepreneur au quotidien, et de voir d'où peut venir la personne que tu es. S'inspirer. Respirer. Tu as évoqué tout à l'heure, Thibaut, un certain nombre de passions. Avec Olivier, pour préparer ces émissions, on prend toujours le temps de contacter quelques-uns des proches de l'entrepreneur. Je te propose de passer certaines de leurs questions, et on va commencer avec quelqu'un que tu as beaucoup cité. Aujourd'hui, il s'agit de Vianney. Je te laisserai nous dire qui il est, mais si j'ai bien compris, c'est donc ton associé. Tu auras peut-être un message pour lui, mais avant ça, sa question. Vous avez un message. Bonjour, c'est Vianney. J'ai une question toute simple à poser à Thibaut, qui est de facto devenu mon professeur de tennis. Comment améliorer mon coup droit sur terre battue? Voilà, j'écoute et j'attends avec grande impatience et autant d'attention sa réponse. C'est une excellente question, Vianney. On a essayé d'y répondre trop de fois, je pense. Là, autant au taf, faut être persévérant, autant là, je pense qu'il faut vraiment changer de sport. Ou alors faire que des revers. Fais que des revers. Je pense que c'est ça la solution. On s'en reparle. Mais du coup, la question que ça Ouais. pose, c'est typiquement, est-ce que en tant qu'associé, vous vous retrouvez dans des moments plus off, simplement pour décompresser, ou pour au contraire avoir l'occasion de discuter dans un autre cadre de l'avenir de Back Market et de votre entreprise? Le tennis, c'est vrai que c'était pas mal. C'était pas prévu comme ça, mais enfin, il faut pas avoir peur de perdre des balles, si tu joues avec Vianney ou Quentin, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Mais ça nous fait beaucoup rire, donc ça c'était bien. Le bateau aussi, on s'est fait des super virées en bateau.
Ça, le bateau à voile, le vrai bateau, c'est trop cool. Et puis après, non, après, ouais, on aime bien bouffer aussi tous les trois. On essaie de se faire des bons restos. Pareil, faut pas laisser Vianney choisir, mais plutôt Quentin, et généralement ça se passe bien. On a besoin de se voir un peu en fait pour se parler régulièrement et pas juste parler de la boîte. En fait, c'est peut-être ça le secret. Eh ben, c'est pas un secret, on te l'a dit, on a d'autres questions pour toi, on les écoute. Vous avez un message. Salut Thibaut. Tu aimes le grand air marin? Tu es sensible à l'appel du large? Y vois-tu un lien avec ton parcours d'entrepreneur et avec le développement de Back Market en particulier? Tu peux peut-être nous dire qui te pose la question? Alors, c'est Pierre-Yves de Daphne qui me pose la question, qui est le premier fonds d'investissement avec Aglaé à avoir cru en Back Market. Donc, salut Pim, et merci pour ta confiance déjà. Le corollaire entre la navigation et l'entrepreneuriat, je pense qu'il y en a pas mal. Quand tu es en bateau à voile et que tu skippes un bateau, donc en gros que tu es responsable de le faire arriver de A à B et que les gens arrivent en vie, très simplement, tu dois faire gaffe un peu à tout. En gros, donc la météo, le vent, les vagues, le bateau lui-même. Donc je pense que tu as un truc de macro-monitoring. T'as une part d'inconnu qui est énorme aussi, qui est pour le coup une partie de mon carburant que j'adore. Donc tu peux le retrouver et dans la boîte et dans le bateau. T'as la vitesse. Là c'est plutôt sur le kite que sur le bateau à voile, mais enfin tu le retrouves aussi en bateau à voile quand même. Et ça c'est génial dans les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, voilà, faut aimer l'aventure. C'est ça qui est génial. En fait, c'est cette sensation de liberté. Je pense qu'on en revient à ce truc initial. Toujours le point commun. T'as une sensation de liberté folle quand tu navigues. Et pareil, quand t'entreprends, tu crées quoi. Tu t'es fait des frayeurs? Je sais que face à la nature, on peut parfois être surpris. Ah oui, je me suis fait peur 2-3 fois, ouais. En kite, quand tu maîtrises pas bien, ça peut vite faire peur parce que c'est très puissant. Mais après, jamais au point de plus jamais en refaire non plus. Je pense que la peur, c'est des bons moments pour voilà, tu t'approches de la limite et puis tu t'essayes de faire un post-mortem pour plus reproduire cette situation. Mais est-ce que quand vous vous retrouvez dans des situations plus, par exemple, en difficulté dans l'entreprise en tant que telle, est-ce que le fait d'avoir un relationnel important, de l'amitié, d'avoir fait du sport ensemble, etc., entre associés, est-ce que ça vous aide finalement à piloter le navire, pour filer la métaphore, le navire Back Market? Ou est-ce que je me demandais si ça pouvait pas poser parfois aussi des problèmes pour peut-être se dire la vérité quand on finit par être trop amis, on n'a peut-être pas envie de vexer l'autre, etc. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient finalement d'être proche? Non, moi je pense que c'est un avantage énorme. Et après c'est un peu comme quand on n'est pas d'accord, c'est lui qui décide. C'est une hygiène à garder entre nous de se dire les choses, même quand c'est désagréable. Et du coup on est très très cash. Ça peut faire bizarre un peu de l'extérieur, mais on est très très cash. C'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on n'aime pas, qu'a fait l'un ou l'autre, on se le dit. Et on peut s'envoyer des vrais missiles. Mais on sait que derrière, comme on s'aime bien, c'est pas grave, on va se dire les choses. Ça va pas casser, quoi. D'ailleurs, on le fait souvent dans la boîte et en interne, on essaye de l'insuffler bien au-delà du trio de fondateurs parce que ça nous dépasse largement. En fait, c'est toutes les équipes, à mon sens, qui doivent fonctionner comme ça. On leur dit, mais c'est pas fragile, il faut continuer à se faire peur, il faut continuer d'innover. La boîte, elle est morte si t'arrêtes d'innover. Ça, voilà, le sujet, on y a répondu de manière super partielle encore. Il y a des milliards de trucs à faire, il faut juste bien les faire et bien les prioriser.
On est dans cette partie s'inspirer, respirer. Donc on a bien compris que la question physique avec le tennis, la voile, le sport était assez essentielle à ton équilibre. Est-ce qu'il y a des lectures, des films, des choses qui t'ont marqué, qui ont changé des points de vue et que tu peux partager en quelques mots ici? Ouais, évidemment. Bon, il y a un entrepreneur qui s'appelle Elon Musk que je trouve quand même assez dingue, même si on peut lui reprocher plein de trucs. Il a quand même créé 3 boîtes extraordinaires qui changent vraiment les choses. Donc son bouquin, il est sur sa biographie, elle est assez inspirante. T'as tiré un truc particulier de cet ouvrage? Bah, tu peux pas faire le combo résilience et ambition est extraordinaire. Quand il a créé PayPal, c'est lui qui codait à la base. Donc, il savait pas, enfin c'est pas un dev, il avait pas une formation là-dedans, mais il s'est dit que de toute façon, comme il pouvait pas le faire autrement, il le faisait lui-même. C'est quand même génial. Je pense que tu as 0,0001% des entrepreneurs qui se diraient ok, bon bah c'est moi qui vais le coder s'ils savent pas le faire. Et c'est ce jour-là où tu as appris, t'as essayé de te mettre à Python? C'est ce jour-là. Non, j'avais déjà essayé avant, mais ouais, il y a eu un petit rappel. Non, clairement, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et après, je suis assez inspiré, encore une fois, par le monde du sport. Donc, moi, je trouve ça assez dingue. Tu vois ce que dit, par exemple, un Rafael Nadal qui te dit en gros je peux défaillir tennistiquement, je peux défaillir physiquement, mais je peux pas défaillir mentalement. Ça te montre le niveau d'exigence qu'il se met lui-même sur l'engagement. On l'a vu dans la finale de Roland-Garros cette année où tout le monde pensait que Djokovic était le vainqueur et c'est le mental de Nadal qui a pris le dessus. Ouais, il l'a écrasé quoi, mais littéralement, il y a même pas eu de combat. Et ça me permet un enchaînement, d'ailleurs, si tu veux bien, Thomas, parce que ça me fait penser, si on se prend le point de vue de Djokovic, pour le coup, lui, il s'est pris une bonne claque, alors qu'il partait plutôt favori. Et c'est vrai que dans les ressorts de la progression de l'entrepreneur, on trouve intéressant de parfois aussi de voir aussi les déconvenus que tu as pu rencontrer, Thibaut. Waouh! C'est la rubrique de la claque. Est-ce que tu es capable de jouer la transparence avec nous et les auditeurs de 40 nuances de Next pour partager une claque que tu as pu, alors professionnelle ou personnelle, mais qui a pu être aussi peut-être source d'enseignement pour toi? Une bonne claque. Une claque au sens symbolique, on parle pas d'une vraie claque. Ouais, non, mais bien sûr, je comprends. Bah, si, sur des recrutements, quand tu mets ta vie, enfin, tu te dis, ok, c'est cette personne, ça va tout changer, c'est ça, et c'est sûr que c'est elle ou c'est lui. Ça va retourner la boîte, et puis en fait, ça marche pas du tout parce que t'avais pas vu certains trucs, etc. Donc, des belles erreurs de recrutement, quoi. Ça fait mal parce que c'est pas comme au tennis où chaque point recommence à zéro, quoi. C'est beaucoup plus long comme claque pour s'en remettre. C'est comme un grand chelem, un peu comme Djokovic. Tu parlais de Djokovic qui a perdu cette année. Bah, il va devoir attendre 1 an avant de réessayer. Et là-dessus, il y a une courbe d'expérience où finalement on remet le compteur à zéro à chaque nouveau recrutement avec la même probabilité de se planter. Non, bah, heureusement, tu fais des post-mortem et tu te dis, OK, on aurait pu passer plus de temps là-dessus, regarder ça, ou finalement, faut plus bosser sur la culture et les valeurs pour s'assurer qu'on pose les bonnes questions et qu'on fait mieux le process. Donc, heureusement qu'on peut s'améliorer, je dirais. Mais par contre, tu auras toujours une part d'inconnu. Tu peux pas faire du 100%, quoi. Donc, il y a ce qui est assez extraordinaire, moi, je trouve, c'est que c'est des aventures humaines, hein. Donc, tu peux recruter sur un même poste, un même besoin, 2 personnes qui vont avoir une création de valeur, qui est extraordinairement différente pour la boîte, qui peut créer très peu, qui peut créer énormément, et qui peut aller bien au-delà. Donc, c'est pas la roulette, hein, mais tu peux pas tout voir, quoi, dans
dans les entretiens. Et quand tu recrutes des super profils, là, c'est au contraire, c'est pas des claques, tu te dis, mais waouh, quel kiff. Eh ben, j'espère qu'on va se dire waouh, quel kiff, quel intérêt autour de ta carte blanche. Tu le sais, on a cette rubrique dans 40 nuances de Next où on te laisse libre cours, libre pensée, libre partage autour d'un sujet de ton choix. Il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble. Donc la carte blanche de Thibaut Hugues Delarose, c'est tout de suite. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Le micro est à toi. Là, j'ai carte blanche pour dire ce que je veux. Exactement. Juste par principe, c'est un grand kiff. Ah, si j'en ai un, ça y est. Ok. Du coup, je vais me faire plaisir pour cette carte blanche et je vais vous parler d'un truc qui est pour moi passé du concept et d'une conviction à en fait c'est vrai. Ça marche. C'est la diversité. On parle beaucoup de diversity, du fait d'avoir une parité homme-femme, d'avoir des profils et des cultures différentes en interne. C'était une volonté de mieux faire. Et en fait, ça apporte vraiment une valeur de dingue, je trouve, dans les échanges qu'on a. C'est un peu honteux, mais on était 3 mecs, blancs, voilà, avoir fait des bonnes études, qui se retrouvaient à créer une boîte, une start-up tech, quoi. Donc, on peut pas être plus dans le cliché, je pense. Et là, j'ai envie de vous parler de Alban, notre CPO, Chief People Officer, qu'on a recruté donc il y a maintenant un peu plus d'1 an, et qui est donc à la tête de la boîte et du sujet clé, quoi. Donc les people, qui a une approche de dingue sur tous les sujets et qui nous ouvre les chakras et qui nous montre à chaque fois qu'elle fait un truc qu'en fait on n'avait pas pensé à plein de trucs. En fait, c'est une leçon d'humilité à chaque fois, mais tu te dis ok, on n'avait pas cette approche-là, on n'y avait pas pensé, et évidemment qu'elle a raison, et elle le montre en chiffres, quoi. À chaque fois qu'elle prend un sujet, elle le défonce. Donc c'est pas juste une idée, la diversité, ça marche. Donc faut faire rentrer vraiment beaucoup plus de femmes et de minorités au sens large, à la direction des boîtes. C'est pas juste macro KPI homme-femme dans toute la boîte qu'il faut équilibrer. Je pense que c'est à la direction des boîtes. Dans les initiatives qu'on a faites, moi je vais vous en donner 2 très concrètes pour justement avoir plus de mixité, plus de diversité, et donc que ça serve positivement la boîte. Il y a eu 2 initiatives qui ont été lancées chez Back Market. Il y a le Anne Bonny's Club, qui est Anne Bonny, pour si vous voulez vous documenter, c'est une femme pirate extraordinaire. Et on adore la piraterie chez Back Market. Donc c'est un groupe de femmes, une guilde, comme on en a plusieurs chez Back Market, qui a pris pour sujet de comment bonifier l'expérience chez Back Market en tant que femme. Et donc il y a plein de trucs qui sortent de ce Anne Bonny's Club, et notamment un truc qui commence à payer, c'est en fait dans les process de recrutement, il y a ce qu'on appelle des biais inconscients. Donc si tu mets par exemple 3 mecs blancs dans un process de recrutement, et t'as 80% de chances que la personne qui soit recrutée soit un mec blanc. Voilà. Bon, ça c'est statistiquement prouvé. Et donc du coup, en fait, sur des process où tu as des équipes qui sont trop masculines, où il n'y a pas de diversité, peu importe, on inclut des femmes, même si elles sont pas du même département, etc. Et depuis qu'on a fait ça, notamment à la tech, on recrute de plus en plus de femmes dev, et c'est génial. Ça crée un équilibre dans notre département tech, dans les team features, etc., qui est hyper sain. C'est un super coup de projecteur. Thibaut, si tu devais pousser une femme entrepreneur qui ne fait pas partie de Back Market en 2 mots, parce qu'on la contactera et on lui donnera la parole dans ton podcast. Une personne, je pense à Charlotte Bruce de Celency, qui est une personne extraordinaire. Et est-ce que tu as une question qu'on peut lui poser de ta part ? Charlotte, vous n'êtes pas beaucoup de femmes à avoir réussi à créer des très belles marketplaces verticales
comme toi, tu viens d'avoir un enfant, ce qui est juste encore plus dingue que d'avoir créé Celency, même si franchement Celency c'est très très propre. Est-ce que tu peux pas faire beaucoup plus de bruit sur le fait que c'est possible d'allier les deux? Parce que moi je trouve ça fantastique ce que tu fais, et donc voilà, il faut que t'inspires, faut que ça dépasse Celency. Allez hop, un peu de boulot en plus pour toi. Et ben on profitera donc du coup de notre super envoyé spécial et associé Solène Etienne, qui appellera Charlotte de ta part pour l'intégrer dans ton podcast et l'écouter et écouter sa réponse à ta question. On arrive à la fin de l'émission sur Back Market et sur Thibaut, et donc il nous reste à te remercier infiniment pour ce moment passé ensemble, Thibaut. Merci à vous. On regardait la croissance de Back Market avec envie et passion, et on a l'impression que c'est tout à fait emblématique avec ce que tu as raconté sur l'économie circulaire du monde d'après. Donc on a l'impression qu'on est vraiment à l'essence même de ce qu'on appelle parfois la tech for good, c'est-à-dire des sociétés technologiques, des plateformes web, internet et mobile, mais aussi avec une préoccupation sur le bilan carbone et sur le recyclage. Une émission et un podcast à réécouter, réemployer maintes et maintes fois jusqu'à usure complète. Merci à toi Thibaut. On donne la parole à Solène et Charlotte. Merci à tous les deux. Salut. Aujourd'hui, notre invité Thibaut Hugues Delarose partage son micro avec Charlotte Cadet, cofondatrice de Celency. Bonjour Charlotte. Bonjour Solène. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement ce qu'est Celency ? Bien sûr. Celency, c'est le site de référence pour acheter et vendre les plus belles pièces uniques de mobilier et de décoration. Globalement, on fait que de la seconde main et notre métier, c'est vraiment notre mission, c'est de démocratiser l'unique, le beau, le durable, puisqu'on a vraiment cette mission très engagée. Alors, je crois, si mes souvenirs sont bons, que Celency, avant, c'était Brocante Lab. Absolument. On a changé de nom en cours de route. Vous avez changé de nom en cours de route. C'est souvent un sujet que se posent les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs de se dire pourquoi on change de nom et quel est le bon moment pour changer de nom, s'il y en a un de bon moment. Donc, ma question serait plutôt pourquoi vous avez changé de nom, et au-delà de ce changement de nom, à quoi tu dois faire face en interne et en externe quand tu choisis de changer de nom ? En fait, on a changé de nom pour deux raisons principales. La première, c'était vraiment une question de positionnement. Les gens qui ne nous connaissaient pas et qui entendaient parler de Brocante Lab s'attendaient à trouver un site un peu un MeToo du Bon Coin, d'eBay, vraiment un site de petites annonces, un peu fourre-tout. Et c'est bien différent de notre positionnement qui se veut beaucoup plus qualitatif et surtout sélectif, puisqu'on sélectionne tous les produits qui sont proposés par nos vendeurs sur le site. Donc il y avait vraiment un décalage entre notre aspiration, notre proposition de valeur et le nom, en tout cas ce qu'il pouvait refléter. Et après le deuxième point, c'était également notre aspiration à nous développer à l'international. Et en fait, Brocante Lab, qu'on trouvait au départ Frenchy, mignon, et du coup avec une connotation sur l'art de vivre à la française et les brocantes françaises, etc., était vraiment trop méconnu et trop incompris des étrangers. Et peut-être pas facilement prononçable. Ouais, voilà. Donc on a décidé de partir sur un nom beaucoup plus facile à prononcer pour tous et peut-être plus proche aussi d'un nom de marque, plus inspirationnel. Et donc Celency, c'est vraiment la racine du mot sélection. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a construit, qu'on l'a inventé. Voilà, je crois que c'était surtout ça qu'on voulait mettre en avant, la sélection des belles pièces. Et du coup, comme je te le demandais, à quoi tu dois faire face, du coup, en interne et en externe quand tu changes de nom ? Effectivement, du coup, pour répondre à cette question, le gros sujet, c'est un enjeu de communication. Alors, en interne, assez facile, puisqu'on a une audience engagée et déjà extrêmement fidèle, donc qui va suivre vraiment tous les mouvements de Celency. Donc c'était assez facile en interne d'expliquer le pourquoi du comment, et c'est simplement ce qu'on a fait.
En externe, en revanche, c'est une autre paire de manches. Je pense que l'enjeu principal, c'est effectivement c'est de la communication, c'est expliquer pourquoi on a fait les choses et surtout marteler ce nouveau nom un peu partout. Je pense que ce qui peut être un gros défi et nous, ce qu'on a rencontré en tout cas comme difficulté, c'est que les gens ont le sentiment parce qu'on change de nom que derrière il y a un changement de direction, que il y a sans doute un rachat, une acquisition, et du coup ils se mélangent un petit peu et ils perdent un peu pied. Certains nous ont dit mais Brocante Lab, du coup c'est un peu la même chose que Celency. On s'est rendu compte qu'en fait certains pensaient que c'était vraiment 2 sites distincts. Et je pense que ça c'est un gros sujet. Donc je dirais que overall, il faut vraiment expliquer pourquoi et le pourquoi de ce changement et surtout le faire sur une longue période. C'est comme si on changeait de prénom en cours de route au bout de quelques années de vie, ça serait sans doute un petit peu perturbant pour l'entourage. Donc je pense qu'il faut pas se dire que ça va passer et se faire du jour au lendemain. Voilà. Merci pour ta réponse, Charlotte. Alors Thibaut, quand il nous a parlé de toi, il nous a dit que tu étais une toute jeune maman, donc félicitations déjà. Et il se demandait si tu ne peux pas faire beaucoup plus de bruit sur le fait que c'est possible d'allier les deux, d'être une entrepreneur et une maman. C'est une très bonne question, Thibaut. Un très bon point. Sans doute. En l'occurrence, il y a eu un article qui est sorti la semaine dernière sur le sujet de l'entrepreneur, jeune maman et comment mixer, comment mêler les deux dans sa vie. C'est Le Figaro qui a mis ça en lumière et dans lequel j'ai été invitée à parler et à partager mon expérience. Donc voilà, du coup c'est une bonne visibilité. Effectivement, on pourrait davantage le souligner, le mettre en valeur. Je sais pas pourquoi je le fais pas en fait. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne invitation à pousser un peu le sujet et je pense qu'effectivement arriver à concilier pro et perso, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, je pense que bon nombre de femmes, surtout les femmes, peuvent se mettre des freins, des barrières et s'auto-censurer sur le sujet. Ce qui est un peu dommage, alors que je pense que, en l'occurrence, mon constat, c'est de voir que ça se concilie très bien. Et d'ailleurs, cet équilibre pro-perso me semble indispensable. Et est-ce que tu penses que il manque des rôles modèles en fait de femmes entrepreneurs justement qui portent ce sujet de maman et de dirigeante d'entreprise? Oui, sans doute. Je pense qu'on a toujours besoin effectivement de voir ces rôles modèles. Je pense que c'est quand même de plus en plus partagé. L'entrepreneuriat féminin au global, sans même parler du cas spécifique des mamans, est de plus en plus mis en lumière, et tant mieux. Je pense que ça inspire plus d'une femme qui voudrait se lancer, et c'est une bonne chose. Et je pense que oui, on pourrait rentrer sur des sujets plus spécifiques, plus pointus, et montrer que c'est conciliable avec une vie de famille. Donc ouais. Eh bien écoute Charlotte, merci pour ce shoot d'inspiration et à très vite pour développer encore plus sur Celency. Merci Solène, à très bientôt. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.